Bonjour, bon lundi et bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes. La presse est dans les kiosques ce matin, comme de lundi à vendredi d'ailleurs. La nouvelle expression titre sur la présidentielle 2018. Maurice Kamto s'envole à Yaoundé, c'est le grand titre du journal ce matin. Pour son premier meeting dans la capitale politique du Cameroun, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a regroupé un monde fou malgré les conditions météorologiques. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Nous en parlons également du 1er octobre. Les pouvoirs publics durcissent les mesures. Un couvre-feu de 48 heures a été donc décrété dans les deux régions anglophones du Cameroun à la veille de la célébration ce lundi du premier anniversaire de la proclamation de l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest par des séparatistes. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, à l'extrême nord. Les promesses non tenues de Biya. Le candidat du RDPC a lancé sa campagne samedi 29 septembre 2018. À Maroua, alors que les engagements pris en 2011 n'ont pas véritablement été respectés. Et puis on parle aussi de la CAN 2019. La CAF maintient le suspense. Le rapport de sa réunion tenue ce week-end en Égypte déplore un retard important dans la réalisation des travaux. C'est en page 5 du journal La Nouvelle Expression. D'autres informations sont aussi à découvrir. Si vous faites un tour dans les kiosques, le journal Le Quotidien bilingue privé émergence parle de présidentielle. Frustration et tension lors du meeting de Paul Biya à Maroua, c'est à lire dans le journal, en page 3. Le journal s'intéresse sur autre chose, à la CAN. Ahmad prédit donc le retrait de l'organisation au Cameroun, de l'organisation de la CAN 2019. À lire dans le journal et d'autres informations également ce matin. Et toujours le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques par des finances publiques. Pas d'objectif budgétaire atteint au premier semestre 2018, c'est à lire dans le journal. Le journal parle également de la présidentielle 2018. Paul Biya à Maroua, Kamto à Yaoundé, le pur s'enflamme. C'est ce que dit le journal. Tout un dossier pour revivre un peu l'ambiance week-end. Donc au Cameroun, à la suite notamment de la campagne présidentielle, les du Sahel parlent donc de campagne présidentielle. Paul Biya ne promet rien à l'extrême nord. Le journal le dit. Le journal parle également de ses freins à la lutte contre le choléra dans le nord. Et en même temps, on parle de la présidentielle 2018 avec les hommes d'Akerimuna dans le Grand Nord également. C'est dans le journal Le du Sahel disponible dans les kiosques, tout comme Cameroun Tribune, le quotidien bilingue qui parle également de la campagne électorale. Paul Biya est donc lancé. C'est ce que dit le journal donc dans le dossier à lire de la page 2 à la page 9, on comprend exactement qu'il y a bien de choses qui se sont déroulées dans le septentrion concernant la campagne du chef de l'État, candidat à sa propre succession, Paul Biya, dans le numéro de ce matin. Le journal Le Messager parle de escroquerie présidentielle, comment Paul Biya enfume les populations de l'extrême nord. C'est dans le dossier de ce numéro. Le journal s'intéresse aussi à Maurice Kamto qui signe donc le pacte culturel. C'est dans le journal aussi. Le RDPC viole le code électoral et la loi sur l'affichage, c'est à lire donc dans le numéro en page 6 du quotidien Le Messager. Et puis le soir, hebdomadaire qui est dans les kiosques parle de campagne présidentielle, démonstration de force de Biya à Maroua, plus de 90 000 militants pour vénérer le chef de l'État, c'est dans le journal. Le journal s'intéresse à d'autres sujets que je vous invite à lire également ce matin. Et puis le journal L'Indépendant parle de la campagne électorale, le septentrion plébiscite Paul Biya, c'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse aussi à la diaspora avec le chef de l'État et le soutien des Afro-Américains. C'est en page 12 du journal disponible dans les kiosques également ce matin. Et puis Mutation s'intéresse donc à la CAN 2019. La CAF joue avec les nerfs des Camerounais. C'est le grand titre du journal. À lire donc le dossier en page 15 de ce numéro. Et puis on s'intéresse aussi à Paul Biya. Meeting au goût d'inachevé dans le septentrion également, à Maroua précisément. C'est dans la nouvelle expression, dans le journal Mutation. Le journal qui est dans les kiosques, le repère s'intéresse à autre chose, parlant de manœuvres de retrait de la CAN 2019. Ahmad, ridicule justement, à la suite de ce qui est contenu dans le numéro de ce matin. Donc c'est à lire dans le journal Repère, tout un dossier. Intégration s'intéresse à l'élection présidentielle au Cameroun. Les intentions de vote à une semaine du scrutin, c'est le grand dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse également à autre chose aussi, à d'autres faits, d'autres candidats également. Parlant donc d'Indifor, qui est donc le pasteur qui veut prêcher depuis Etoudi. C'est aussi l'un des sujets à découvrir dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin. Voilà du moins ce que la presse nous propose. Le journal parle également du journal Essentiel qui est dans le même, qui est dans les kiosques aussi, qui parle du septentrion, qui voit justement, qui vote plus de Paul Biya à 96%. C'est le grand titre du numéro disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose. Bonjour Benabatana. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour Rec Chef. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV.
Flavien Ndongo, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Oui. C'est une journée extrêmement symbolique pour les Camerounais. C'est le jour où la partie anglophone du Cameroun a accepté de s'unir avec la partie francophone. Et à l'occasion, la forme de l'État a été définie comme un État fédéral d'abord, ensuite comme République unie du Cameroun, ensuite comme République du Cameroun dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est très important de savoir tout cela. C'est important que la mémoire collective sache l'évolution de l'État du Cameroun pour mieux comprendre le problème dit anglophone. Très bien. Alors, nous parlerons de ce sujet également, puisque la nouvelle expression a titré dessus, parlant des pouvoirs publics qui durcissent les mesures. Éric Massenjomo, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Bernard et bonjour à tous les téléspectateurs. Très bien. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. Et puisque Bernard Batana a donné le ton, nous restons, c'est en pied de une de la nouvelle expression de ce matin. 1er octobre, les pouvoirs publics durcissent les mesures. Un couvre-feu de 48 heures a été donc servi aux populations du nord-ouest et du sud-ouest pour 7 journées. Depuis hier déjà, on le voit. Ce n'est pas nouveau puisque si vous remontez le temps, si vous remontez l'histoire, vous vous rendez compte que les activistes de ce qui s'appelait le Southern Cameroon National Council, le SCNC, avaient depuis plusieurs années déjà, plusieurs dizaines d'années même déjà, pris l'habitude de projeter un certain nombre de manifestations à la faveur du 1er octobre. Manifestations pour contester quelque peu cette union dont les méandres étaient faussés quelque peu pour eux dès l'entame. Un 1er octobre qui pour eux aussi sonnait comme l'indépendance de la partie anglophone du Cameroun. Et à l'approche de chaque 1er octobre, ce qui était fait par les pouvoirs publics, c'était simplement de renforcer donc la sécurité dans les parties anglophones du Cameroun. Il y a eu une renaissance observée en 2017 avec une autre déclaration d'indépendance, cette fois-là non pas faite par le Southern Cameroon National Council, mais par ceux-là qui s'illustraient comme étant les Ambazoniens, comme étant les responsables d'ailleurs de cette république virtuelle d'Ambazonie. Et là, le ton qui est monté de plusieurs crans, puisque un an avant, en 2016, la crise anglophone véritablement entrait dans sa phase de combat. Donc, qu'il y ait des mesures de sécurité aujourd'hui renforcées, ce couvre-feu, on va dire, c'est un peu le rendement habituel observé chaque année dans ces régions à l'approche de cette date du 1er octobre. Voilà, et par la suite, je ne vais pas dire qu'on oublie, mais ça tend à baisser quelque peu en termes de tension, même si malheureusement ce 1er octobre, tout comme le précédent, est marqué par la violence des armes. Et justement, on a vu que avec la décision, donc les pouvoirs publics qui durcissent les mesures, on voit bien que c'est allé d'un cran par rapport aux années antérieures. On a vu qu'il y avait simplement une surveillance pour ces souvenirs, ce rappel de mémoire qui a souvent été célébré par des sécessionnistes. Oui, c'est aller d'un cran. Il faut peut-être remonter dans l'histoire pour dire que, comme a dit le chef en 1994, le Southern Cameroon National Council a pour leader un certain Chief Ayamba. C'est lui qui donne une nouvelle pulsion aux réclamations anglophones avec sa célèbre devise qui parlait de la force de l'argument et non l'argument de la force. C'est-à-dire que les choses devaient être mises sur place et un dialogue entre les anglophones et les francophones devait être mis sur la table. Et on l'a fait avec le All Anglophone Conference 1 et le All Anglophone Conference 2. C'est par la suite que les positions se sont radicalisées lorsque Ngala Faure arrive à la tête du SCNC. Lui, il est un peu radical. Et avec lui, un certain Ebenezer Akwanga, qui était le leader des jeunes du SCNC. Et donc la branche s'est radicalisée pour arriver à sa phase
active depuis 2016 avec ce qu'on connaît. Voilà un peu dire le problème anglophone en quelques mots. Mais il faut dire, et comme l'a dit le rec-chef, que le 1er octobre, dans les rédactions, c'est un marronnier. C'est-à-dire que lorsqu'on prépare le journal du 1er octobre, la première question le 1er octobre, la question anglophone, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, la nouvelle actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu qu'on a décrété dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour éviter que les gars... Voilà, même si on nous signale ce matin des actes de violence et des coups de feu nourris dans plusieurs localités, notamment de la région du nord-ouest. Alors, très bien. Donc, nous invitons les lecteurs à lire ce que le journal propose ce matin, parlant du 1er octobre. Les pouvoirs publics qui durcissent d'ailleurs les mesures. Un couvre-feu de 48 heures, c'est dans le journal en page 4. Le journal s'intéresse également à la présidentielle 2018, Maurice Kamto s'envole à Yaoundé. Maurice Kamto qui, je vais dire, est resté quelque peu fidèle à lui-même depuis le début de la campagne. C'est une campagne fortement courue. Ce sont des meetings avec des nombres de followers, de sympathisants, avec des taux d'affluence records qui sont battus. Donc, hier encore, dans la capitale politique, Yaoundé, comme nous le rapporte la Nouvelle Expression et d'ailleurs beaucoup d'autres journaux, on a noté cet élan de sympathie populaire derrière cette candidature de Maurice Kamto et d'ailleurs tout un symbole puisque le journal et beaucoup d'autres tabloïds nous rapportent un élément important qui n'est pas négligé, c'est les conditions météorologiques au moment de la tenue de ce meeting au stade Omnisport à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, simplement sous un temps de chien avec un ciel fortement chargé. Les uns et les autres ont bravé donc ces tout cela n'a pas ébranlé en tout cas complètement, voilà, et c'est ce qui est appréciable. Et il faut dire qu'à partir de cela, on peut dire que au fil des meetings, eh bien le candidat du MRC marque tout simplement des bons points, pas seulement sur le plan populaire, mais il marque des bons points en termes de ralliement. On a vu observé Balsero qui est arrivé, bien entendu, après le conseiller du président de la République qui est également là. Et en même temps, donc, le journal Émergence, dans la suite de ce qui est contenu dans le journal La Nouvelle Expression, qui fait savoir que Maurice Kamto appelle plutôt le RDPC à voter pour lui. Oui, ça c'est une déclaration de campagne. Non, moi je pense que depuis un bon bout de temps, on a vu une euphorie populaire derrière les candidats. En réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est une foule qui est en quête de leaders. Il y a beaucoup de voix oisives qui cherchent preneurs. Et c'est ces voix-là qui vont vers les leaders politiques. C'est ces voix qui sont oisives. Parce qu'en réalité, une campagne électorale, ce n'est pas fait pour ces militants. C'est fait pour avoir davantage de militants. Parce que quand vous avez des militants, c'est un acquis. Vous n'avez pas besoin de faire de campagne pour vos militants. Vous devez faire des campagnes pour ceux-là que vous appelez à rejoindre vos rangs. Et c'est ceux-là que j'appelle des électeurs oisifs qui cherchent les indécis qui cherchent leader. Il faut remarquer que les mêmes qui vont chez Kamto vont chez X ou chez Y. L'essentiel étant que le leader, le candidat, soit capable de les maintenir. On peut aller à un meeting par curiosité et y rester par conviction. Bien entendu. C'est de cette conviction qu'il faut implémenter au cours des meetings. Très bien. Alors, donc, on parle de la présidentielle, Maurice Kamto qui s'envole à Yaoundé, et en même temps, ça c'est dans la Nouvelle Expression, le journal Émergence qui fait savoir que Maurice Kamto a demandé, appelle bien entendu le NDPC à voter pour lui. C'est également dans le numéro de ce matin. Et toujours dans la Nouvelle Expression, on parle de l'extrême nord avec les promesses non tenues de Biya. Le candidat du RDPC a lancé sa campagne, c'était samedi, à Maroua. Et dans le journal Émergence, on dit plutôt qu'il y a eu des frustrations et des tensions lors du meeting de Paul Biya à Maroua. C'est les choses auxquelles l'on
devrait s'attendre quand il y a rassemblement d'hommes à une grande échelle, les frustrations, les tensions, bien entendu. Mais je voudrais m'appesantir sur ce que dit la nouvelle expression avec sa promesse non tenue pour dire que, voilà, il y a 7 ans, Paul Biya était à Maroua pour lancer sa campagne électorale pour le compte de la présidentielle 2011. 7 ans après, il a choisi de se rendre une fois encore à Maroua. La nouvelle expression qui dresse quelque peu le bilan, 7 ans après, qu'avait dit Paul Biya devant les populations du chef-lieu de la région de l'extrême nord, eh bien que, par exemple, sur le plan agricole, on allait observer sur les 7 ans à venir une amélioration. Voilà, une sorte d'essor, une sorte de boom, mais malheureusement le journal constate, et avec nous d'ailleurs, que 7 ans après, la région de l'extrême nord reste malheureusement au bord de la famine où est passée donc cette promesse présidentielle. La crise alimentaire qui a secoué cette partie. Voilà, malheureusement, sur les 7 ans qui sont passés, on s'attendait à avoir un boom dans le secteur de la production, par exemple, du riz, du sorgho, du maïs, du mil, mais l'on constate que la sèmerie qui produit par exemple le riz dans cette partie septentrionale du Cameroun a plongé plutôt vers l'abîme, la production qui a complètement baissé, les employés qui ont multiplié les grèves au courant de ces 7 dernières années de mandat du président candidat. Donc, je partage clairement cette titraille, ces promesses non tenues de Biya du côté de Maroua. Alors, donc, si la nouvelle expression parle des promesses non tenues de Biya dans l'extrême nord, il y a le journal indépendant qui fait savoir que le septentrion plébiscite Paul Biya plutôt, et en même temps, on va découvrir que le SWAT hebdomadaire fait savoir que c'est une démonstration de force de Paul Biya à Maroua également, et on poursuit avec le quotidien Le Messager qui parle d'escroquerie présidentielle, comment Paul Biya enfume les populations de l'extrême nord. Ce sont là des titres, en tout cas, concernant le même sujet. Le Cameroun Tribune parle plutôt de campagne électorale. Paul Biya est lancé. C'est voilà un peu le tour. Et l'Œil du Sahel qui vient conclure en parlant de Paul Biya qui ne promet rien à l'extrême nord carrément. Alors, vous voyez que pour un même titre, le traitement est différent, à la limite même de la divergence. C'est-à-dire que pour les uns, c'est un raz-de-marée de Paul Biya à Maroua. Pour les autres, c'est des promesses non tenues. Pour les autres encore, c'est des promesses tenues. Donc, moi je pense que ici, le seul juge de cette action, c'est les populations de Maroua elles-mêmes. C'est elles qui savent que hier, il y avait telle riziculture qui n'avait pas été, qui n'avait pas évolué du fait de promesses non tenues ou telle chose. Elles seules les populations de Maroua ont le dernier mot. Et leur dernier mot, c'est dans l'urne. L'autre, tout ce que nous faisons là, c'est des spéculations de journalistes, tout simplement. Alors, la presse à noter quand même que cette région de l'extrême nord est un véritable vivier électoral. Ce n'est pas un hasard si sur les 3 dernières campagnes présidentielles, le président de la République choisit de se lancer plutôt de ce côté-là. On parle, selon les chiffres, de près de 1 170 000 électeurs régulièrement inscrits dans la région de l'extrême nord. C'est la région qui compte le plus grand nombre d'inscrits. Oui. On peut comprendre donc cette volonté pour Paul Biya de sécuriser quelque peu ses votes. Le Nord et la Damawa ont moins d'1 million. En tout cas, on a vu également les chiffres proposés par Elections Cameroun. Oui. Alors, le journal Le Quotidien de l'économie fait savoir que Paul Biya à Maroua, Kamto à Yaoundé, le purge s'enflamme. Oui, c'est un titre de journal qui résume ce qui s'est passé d'ici là. Paul Biya était à Maroua, Kamtoa était à Yaoundé, l'opus s'enflamme, faisant allusion au bus du candidat Espoir Matomba qui est allé enfumer au niveau de Meinganga le week-end dernier. Mais c'est pour cela que, voilà, ça c'est l'ambiance électorale. Mais il faut dire que, et peut-être moi je l'avais dit ici pour le regretter, c'est que depuis le début de cette campagne, il y a une stigmatisation sur la personne du candidat. Ce n'est pas le candidat qui doit nous intéresser, nous les électeurs. C'est le programme. Le programme a une portion congrue.
dans cette campagne électorale. Lorsque tu parcours les rues, tu vois les effigies des candidats, des effigies d'un candidat, et bon, tu vas timidement afficher quelque part la profession de foi du candidat. Moi, je pense que les électeurs, comme ils sont juges, ce n'est pas juge du candidat en soi, mais c'est du programme qu'il vient présenter. Quel est le programme qu'on a présenté? Quel est le programme qui sied à mes aspirations? Quel est le programme qui assure le progrès dans ma localité? Mais c'est de cela qu'il est question. Ce ne sont pas les candidats qui nous importent ici. Non, je voudrais dire relativement à cela, relativement à ça, à résumer ce qui s'est déroulé le week-end. Oui, peut-être, j'ai dit relativement à ça, il faut tenir compte d'une composante sociologique qui est importante aujourd'hui. Moi, je fais plutôt le constat selon lequel les uns et les autres ont tellement soif de changement que quel que soit le programme, vraiment c'est la chose qui intéresse le moins la grande majorité des électeurs. C'est plus que des gens ont soif de changement. Après 36 ans, par exemple, d'un régime, quel que soit le programme qu'il a proposé, c'est plus la tête, et je comprends donc cette option de personnalisation qui est faite à l'observation par les uns et les autres. Mais sur ce titre qui résume un peu voilà, les actions du week-end, Paul Biya Marwa, Yaoundé, le bus qui s'enflamme avec son bus, on va le regretter par exemple, et d'ailleurs beaucoup de candidats l'ont soulevé, le fait que un des candidats fait usage des moyens de l'État, il est bien sécurisé, et cet incident survenu au niveau du PURS a tout simplement étalé l'absence de véritable sécurité derrière ces candidats engagés pour la présidentielle. Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est prévu pour assurer leur sécurité, pour que ce type d'incident ne puisse pas survenir? Le débat a été relancé ce week-end à la faveur. Alors une question, est-ce que la sécurité devait empêcher la panne du véhicule ou alors? Je ne sais pas, je n'ai pas été, je ne peux pas encore vous dire, j'ai pas assez d'éléments pour savoir pourquoi est-ce que le bus a brûlé, mais aucune piste n'est à exclure véritablement. D'où, une fois encore, cette remise sur la table de la question de la sécurité des candidats engagés dans la présidentielle. Très bien. Alors, donc, c'est le quotidien de l'économie qui fait dans le point de ce qui s'est déroulé tout au long du week-end. Paul Biya Marwa, Kamto à Yaoundé, le puce s'enflamme. C'est le titre également à découvrir. Tout un article ce matin. Alors, le messager reste également, puisque vous l'avez évoqué, parle donc du RDPC qui viole le code électoral et la loi sur l'affichage, clairement. Oui, on l'a dit et on l'a souligné durant tout le... On voit les effigies du candidat du RDPC partout. Mais alors partout. Même dans les lieux où... Partout. Or, la loi veut que l'affichage soit fait sur des espaces réservés pour les affichages. Et que les autres espaces ne doivent pas faire l'objet d'affichage. Lorsque vous affichez à l'entrée d'une école, moi, la petite là qui disait qu'il y a une de ses camarades qui est venue avec le sac, avec l'effigie d'un candidat, ce n'est pas normal. Il y a quelques années, on disait l'école aux écoliers et la politique aux politiciens et autres là. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Et il faut que les organes chargés de réguler ces élections sévissent quand même, qu'ils disent quelque chose lorsqu'il y a des dérapages de ce genre-là. On ne peut pas aller, on est allé jusqu'à des lieux insoupçonnés que je vais me mettre à citer ici. Donc vraiment, vivement que les choses soient organisées suivant les règles de l'art. Nous crions que nous sommes en plein dans un régime démocratique. Et il faut donc que les lois démocratiques soient appliquées. Il faut donc que les lois et que les candidats aient les mêmes chances, même au niveau des affichages. J'ai entendu un responsable du RDPC dire qu'ils ont acheté tous les espaces chez les vendeurs d'espaces publicitaires. Mais je dis que non, nous sommes dans une période spéciale. Oui, bien sûr. Entre le 22 septembre et le 7... Ils ne peuvent pas se permettre de tout acheter parce qu'il y a une logique d'équité, voilà, qui est prévue d'ailleurs par les textes à ce niveau. Et c'est encore là que nous continuons à dire que malheureusement, cette inéquité est tellement flagrante que, je dis, un candidat bénéficie de tous les moyens de l'État, et quand je parle de moyens de l'État, je parle de tous les moyens de l'État, les véhicules de l'État que l'on voit encore engagés dans sa campagne, l'armée
l'armée autour de lui pour assurer donc un certain nombre de choses. Je voudrais peut-être pour sortir prendre l'exemple par exemple gabonais. Souvenez-vous quand même qu'il est encore président. Bien sûr. Je voudrais vous prendre un exemple que j'ai vécu au Gabon lors de la présidentielle de 2016. J'ai de nombreux Camerounais, de nombreux journalistes camerounais commis à la couverture de cette présidentielle gabonaise avaient eu la même surprise que moi, constatant que pour s'engager dans la campagne électorale, le président Ali Bongo, qui est encore aussi président en exercice, puisqu'il n'avait pas démissionné pour se lancer dans la campagne, s'était départi complètement de tous les moyens de l'État. Ça veut dire que quand vous voyez le président quelque part, il avait recruté plutôt une agence pour assurer sa sécurité. L'armée, la police et tout le reste assuraient la sécurité pour tout le monde. Il n'y avait pas une sécurité particulière de l'armée. Les véhicules de l'État, c'était interdit, mais alors interdit de voir les véhicules de l'État engagés dans la campagne du président de la République. C'est des bons exemples, c'est des choses tout juste à côté de nous qui sont copiables. Alors, quelqu'un d'autre vous dira que le Gabon n'est pas le Cameroun? Oui, effectivement, le Gabon n'est pas le Cameroun, mais il y a comme un vide juridique par rapport au statut du président sortant pendant la période électorale. Il reste président, alors président de tous les Camerounais, c'est-à-dire qu'il a toutes les manœuvres devant lui. Et par conséquent, il peut utiliser les biens de l'État parce qu'il est président. Mais en tout état de cause, l'État n'a jamais investi un président. Il est président candidat, toujours est-il qu'il est président. Et donc, il a toutes les manœuvres. Il est candidat, c'est l'autre option qui serait plus plausible si il était candidat. Ailleurs, avant le début, on se départit de toutes les attributions d'un président de la République. Malheureusement, la loi, ni la loi fondamentale, ni la loi électorale ne disent rien au sujet. Et on va subir parce que la loi, c'est la loi. Et il faut l'appliquer, même si on l'applique à mauvais escient. Très bien, nous allons laisser le son au lecteur d'aller dire ce que le messager propose sur le RDPC qui viole le code électoral et bien entendu la loi sur l'affichage. C'est en page 6 de ce numéro. Un sujet qui fait le tour de la presse ce matin, c'est bien entendu la CAN 2019. La CAF maintient le suspense. Le rapport de sa réunion tenue donc ce week-end en Égypte déplore bien entendu un retard important dans la réalisation des travaux. Ça, on le lit dans le journal La Nouvelle Expression. Et le messager parle donc de vers un retrait de l'organisation de la CAN. C'est une question ce matin. Et un autre titre, bien entendu, de mutation qui se demande, la CAF joue avec les nerfs des Camerounais. On pourrait s'aligner quelque peu derrière ce titre. La CAF qui évoque à l'issue de son assemblée générale et de la tenue de son comité exécutif, la présidentielle, pour ne pas annoncer sa décision relativement au Cameroun, qui par ailleurs ou à côté annonce la venue d'une autre mission d'inspection courant mois de novembre à venir, mais qui laisse planer beaucoup de doutes puisque dans son rapport ou dans son communiqué final, on apprend que la CAF a constaté un retard important dans l'exécution des chantiers de la CAN 2019, ce qui a eu le mérite tout au long de ce week-end de plonger les Camerounais donc dans cette sorte d'hystérie. On a vu certaines anciennes gloires, notamment Albert Roger-Mila, faire une sortie dans laquelle il fait savoir que Ahmad n'est pas l'homme le plus puissant du football africain, qu'il faut qu'il le sache. Et une chose est claire, c'est qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès. Les Camerounais qui savent que malheureusement, ou si le constat est clair, on a pris beaucoup de retard dans l'allumage, les chantiers qui ont été à la traîne, mais qui sont aussi unanimes sur le fait que d'ici le mois de décembre, qui est le délai que se sont fixés à la fois les autorités camerounaises et les différentes entreprises adjudicataires, tous les chantiers principaux seront prêts, ne comprennent pas voilà, ce ping-pong du président de la Confédération africaine de football qui un coup est un tantinet est plutôt rassurant sur l'organisation par le Cameroun de cette compétition et qui, sur d'autres sorties médiatiques, semble clairement
étalé tous ses doutes quant à la capacité du Cameroun à tenir ces engagements. D'où le titre de mutation ce matin, la CAF joue avec les nerfs des Camerounais. Et là, Repère parle plutôt de manœuvre de retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Je disais tout à l'heure que devant un sujet, vous savez, les titres sont différents, les traitements différents. Mais lorsque je parcourais la rue ce matin, j'ai vu une grosse cylindrée sur laquelle il y a écrit CAN 2019. Et ce que le taximan là a dit, mais attends, mais ce gars-là, il se précipite à acheter les grosses voitures alors qu'on n'a pas encore les stades. Voilà ce que le Camerounais d'en bas pense. Mais en tout état de cause, et comme on l'a dit, les avis sont aussi partagés. Il y a un retard considérable par rapport aux infrastructures. Il faut qu'on fasse vite. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va faire, ce sera comme un coup d'épée, ou je ne sais pas, un coup de magie. Un claquement de doigts. Non, il faut que les choses soient claires. Est-ce que nous serons prêts? N'oubliez pas que c'est de gros investissements, des investissements de grande envergure. Près de 1500 milliards. La CAF ne fait qu'être prudente. Il ne faut pas que les structures surprennent cette autre structure. Mais non, moi je pense que ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire sur le terrain, ce n'est pas de dire que ce sera prêt, mais que les travaux avancent et que ça avance. Chaque fois qu'on dit que les travaux avancent, tantôt ça n'avance pas, tantôt il y a un hôtel qui s'est écroulé, tantôt il y a... C'est des indices qui ne rassurent pas du tout la CAF. Voilà la dalle d'un hôtel, de toute façon, il faut préciser. Le coffre, c'était le coffre. C'est pas l'hôtel qui s'est écroulé. Il faut... Bref, c'est aller dans tous les sens. On comprend un peu ce que... C'est le coffre d'une poutre qui s'est écroulé. Alors, donc on le lit, on parle plutôt de manœuvre, ça c'est Repère qui dit manœuvre de retrait de la CAN. Est-ce que Ahmad est à même de prendre une décision, de pouvoir changer les choses? Non, comme il le dit lui-même, ce n'est pas à lui de prendre une telle décision. Il a rappelé qu'il y a des experts, il y a le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui, le moment venu, vont prendre la décision qu'il faudra prendre. Simplement que dans sa communication, Ahmad laisse généralement entrevoir une sorte de volonté mal cachée, voilà, de ne pas voir le Cameroun tenir cet événement. Il y a aussi, tel que perçu par de nombreux Camerounais, même par moi-même, comme une envie de, voilà, on veut briser, on veut changer les façons de faire. Antérieurement, voilà, on pouvait voir un pays organiser une Coupe d'Afrique des Nations et voir son principal axe routier entre deux villes en plein chantier pendant que la compétition se jouait déjà. Voilà, pour Ahmad, voilà, il semble dire non, cette façon de faire à la camerounaise, puisque c'était un Camerounais qui était à la tête de la CAF à ce moment-là, doit s'arrêter, et malheureusement ça commence par le Cameroun. Donc il y a comme une volonté de vengeance, moi je peux le dire, je le perçois ainsi, mais aussi pour les puristes et les perfectionnistes, ils pensent que ça peut pousser aussi les nations, voilà, à faire mieux que dans la débrouillardise, comme c'était fait par le passé. On attend de voir. Non, moi je pense que vivement que c'est... Vous savez, notre souffle-douleur au Cameroun, c'est le football. C'est la seule religion qui peut unir. Bon, mais je me rappelle dernièrement, lors de la Coupe des Nations au Gabon, il y a eu un stade là qui n'a pas été... Le stade c'était non, Franceville, il était bien. Il y avait Port-Gentil, je pense qu'il y avait des... Il y a un stade où voilà, par là, tout le monde parlait de la pelouse qui n'était pas... Donc je pense que tout est jouable. Il s'agit d'avoir une volonté vraiment. Il ne faut pas qu'on fasse dans la spéculation. C'est différent avec le Cameroun, tous les stades ne sont pas prêts. Mais seront prêts. On tient compte du fait que voilà, le cahier de charge a été augmenté. Il y a on passe de 16 à 24 équipes qui vont prendre part à cette compétition. Il y a que quand même des assurances sont données par les autorités, et au-delà des assurances données par les autorités, pour ceux qui peuvent se rendre sur les sites de l'Embe ou de Yassa, la question des infrastructures routières. Voilà, peut-être à ce niveau, mais il faut dire que voilà, moi j'ai envie de faire confiance au pouvoir public sur ce point et sur cette question. Et puis, il y a une volonté affichée. Le président de la République lui a dit le Cameroun sera prêt le jour 10. À côté de cela, on constate que voilà, il y a cette pression que font les autorités sur les différentes entreprises pour que les chantiers avancent,
tout a clairement pris corps, tout a pris forme. Et moi, j'ai envie de croire que à la date du 31 décembre, les stades seront prêts. Bon, maintenant, la question, qu'est-ce que les autorités pensent des routes ou de la voirie, par exemple, de Bafoussam, qui est complètement exécrable? Attendons de voir s'il y aura par la suite une communication dans ce sens. Et puis surtout, on constate que à l'occasion de cette campagne électorale, le sujet de la CAN 2019 est presque absent des plaidoyers. Moi, je pense que les politiques aussi devaient se mobiliser. Ils le font. Akeremouna a fait une sortie, par exemple, la semaine dernière, dans laquelle il dit il faut être bête pour penser que le Cameroun peut organiser cette compétition. Il a fait une sortie laconique. Non, moi je pense qu'il devait se mobiliser. Ils sont à la quête des électeurs. Et les électeurs se retrouvent aussi chez les footballeurs. Et c'est même les plus nombreux. C'est pas pour rien que l'un d'entre eux a choisi de tirer le pénalty. Oui, voilà. On a vu en même temps Sombaranak à la suite du RDPC, Katino l'artiste à la suite du RDPC. Donc ça fait que il y a des efforts qui sont, je voudrais dire, conjugués pour accompagner un seul candidat et même d'autres aussi. On voit bien avec Akeremouna qui continue d'attirer certaines personnalités autour de lui. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Nous laissons le son aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse a proposé et le traitement fait des différents sujets. Demain, ce sera la deuxième édition de la semaine, donc sur Equinox Télévision. Bonne journée à tous.